Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 19 décembre 2024. Alors aujourd'hui, on va parler évidemment de la Fed avec l'annonce hier de la baisse des taux et du discours qui a eu lieu après. On verra un peu les actions, comment elles ont réagi. Évidemment, la forte volatilité que ça induit, mais peut-être aussi les perspectives qui sont pas forcément si négatives parce que c'est des chiffres qui étaient quand même relativement attendus et le discours aussi était peut-être attendu malgré une volatilité toujours importante lors de ces événements. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Sur ce graphe, c'est le VIX, c'est notamment un indice qui permet de voir justement la volatilité quand les marchés vont un peu être excessifs avec des gros changements et beaucoup d'échanges. On a ici le pic 2020 suite au Covid-19 et au premier confinement où la bourse avait énormément chuté. On le voit, on est monté à 86. C'est énorme, alors qu'on était entre des niveaux entre 10 et 20 avant. Puis on est retombé pendant plusieurs années avant de retrouver quelques pics. Et le dernier gros pic, on l'a eu, on en avait parlé, c'était à 72 ici sur le carry trade. C'était quand les investisseurs euh, empruntaient de l'argent en yens pour le dépenser en dollars, notamment sur les techs américaines, parce que le yen était dévalorisé, donc ça permettait de gagner déjà rien que sur la monnaie. Et quand la Bank of Japan a changé ses taux pour arrêter de dévaluer la monnaie, on a eu énormément de débouclage de positions, ce qui a amené aussi un petit pic de panique sur les marchés. C'était ce qui s'était passé notamment cet été. Et là, dernièrement, donc l'annonce de la Fed avec un pic qu'on retrouve ici autour des 28. Et déjà en train de baisser. Alors on va voir un peu ce que nous a fait la Fed. C'était attendu, donc le chiffre, on était à 4,75 et on passe à 4,50. Donc c'était ce qui était attendu, que tout le marché avait joué quasiment et qui est arrivé. Donc on passe sur une baisse des taux, on le voit sur ces 3 dernières séances de la Fed pour la fin et 2024. Donc on a eu les 3 baisses des taux, 3 fois une fois 0,5 et 2 fois 0,25. Mais ce qui n'a pas trop plu, c'est le discours. Pourtant, on aurait pu et on devrait pourtant être pas surpris parce qu'on connaît la résilience du marché américain. On en parle ici souvent. On a encore les chiffres aujourd'hui avec notamment le PIB qui est toujours plutôt correct, 3,1% sur le troisième trimestre, alors qu'on avait eu 3% dernièrement. Les Également, les ventes de logements toujours en hausse, notamment les ventes de logements existants à plus de 4 millions 15 alors qu'on était à 3,96. L'indice manufacturier Fed de Philadelphie, lui, le manufacturier est toujours négatif. Donc on voit qu'on a toujours une résilience du marché US, du marché de l'emploi, des salaires, qui induisent une inflation relativement importante. Donc la Fed déjà qui baisse de 0,25, c'était quasiment sûr, mais ça aurait été pire si elle ne l'avait pas fait. Mais c'est le discours qui a été assez peu apprécié, et notamment le futur et la visibilité. Pour moi, rien de nouveau, parce qu'on sait que la Fed ne va pas continuer à desserrer comme ça la politique monétaire extrêmement forte, parce que justement l'économie américaine est extrêmement forte, et qu'on a toujours une inflation qui n'est pas encore revenu sur les 2%. Le marché américain est trop fort actuellement. Donc, la Fed et Jérôme Powell ne va pas avoir une attitude agressive pour baisser les taux, ce qui aiderait en particulier l'économie et les entreprises et les actions qu'on suit, mais ce qui pourrait aussi faire un nouveau repic d'inflation qui serait contre-productif. Donc, le dot plot, c'est quoi? C'est les membres de la Fed qui euh, anticipent à quel niveau devrait être la baisse sur la prochaine année,
celle d'après et encore celle d'après. Donc on le voit, on était ici sur les 2024 sur les 4,50. Donc 4,50, 4,25, c'est ici. Et pour l'année prochaine, donc, à chaque point, ça représente un membre et un vote. Et ben, on a la majorité qui voit. Alors, comme d'habitude, ça peut changer. C'est-à-dire que d'une réunion à l'autre, avec des chiffres qui vont tomber dans 1 ou 2 mois, on le voit à chaque fois, les votes et les anticipations peuvent changer, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Mais là, à l'instant T où on se parle, en tout cas hier, c'était comme ça. C'était la grosse majorité de la politique de la Fed voyait ici la baisse des taux sur ces niveaux-là, ce qui fait qu'on a seulement, on le voit, on est ici à 4,50, donc 2 baisses des taux sur l'année 2025 à 0,25, donc seulement 0,5 points de baisse, ce qui est assez peu. Mais compte tenu de la bonne forme du marché US, c'est finalement pas surprenant. Et après, pour l'année 2026, on le voit plutôt c'est assez partagé encore, mais c'est compliqué de se projeter aussi loin. Et forcément, plus on va arriver dans les chiffres et dans les mois suivants, plus ça va s'affiner. Ce qu'on regarde toujours, c'est l'inflation, l'IPC ou les PCE, les PCE Core notamment, pour voir une baisse de l'inflation, que le marché de l'emploi ait aussi un peu plus de mal. Et là, on pourra baisser. Mais finalement, c'est pas forcément quelque chose de catastrophique, qu'on ait un marché de l'emploi américain qui soit fort. On le voit sur les actions américaines qui continuent, alors que sur d'autres marchés, on a beaucoup plus de mal. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'excessif, la baisse qu'on a eue hier. Et finalement, les fondamentaux sont là, la visibilité est plutôt là. On est toujours sur des données plutôt correctes, avec une Chine qui est toujours au ralenti. Donc, a priori, on a plutôt que des bonnes nouvelles à attendre. Et c'est des bouclages qui sont arrivés sur les positions long terme qu'on peut avoir ne remettent rien en cause. Donc on va voir notamment la baisse qu'on a eue hier sur le Dow, qui bat encore un record. C'est la 10e. Après 9 séances consécutives, boum, la 10e, où on perd beaucoup. Aujourd'hui, on est déjà en train de revenir. On était à plus 0,6 environ tout à l'heure. Donc on est sur ces niveaux-là. Ce qui est bien, c'est que... Alors, hop, on a quasiment comblé le gap, je crois. Il manque pas grand-chose. On a failli combler le gap sur l'élection de Donald Trump le mois dernier. Et on le voit que la séquence elle est toujours haussière et que finalement ces débouclages devraient ici se stabiliser pour après repartir, je pense, parce qu'on a toujours des données plutôt favorables. Si on baisse pas les taux, c'est que le marché de l'emploi US va très bien. Alors on regarde le Nasdaq aussi qui fait un peu pareil. On a énormément baissé hier. On était sur les plus hauts. On a énormément baissé hier, on a pris entre 2 et 3% après l'annonce, voilà, moins 3%. On fait un petit rebond aujourd'hui, on va voir que beaucoup de valeurs aussi font ça. Alors le CAC forcément qui était fermé à 20h, heure de Paris et à l'heure de New York, donc c'est 20-6 normalement, quand la Fed a annoncé ses baisses de taux. La bourse de Paris va se réajuster forcément. Ce qu'elle n'a pas pu faire dans la nuit, elle l'a fait aujourd'hui. Donc on a une baisse, mais on voit que les marchés américains vont déjà commencer à remonter et probablement construire sur ces niveaux-là. Donc le CAC 40 évidemment baisse pour se réajuster par rapport à ce qui s'est passé hier. Et finalement, on verra les grosses valeurs, mais il n'y a pas tellement de changement pour moi sur la vision long terme qu'on peut avoir sur la plupart des valeurs. On va regarder notamment le CAC, évidemment, la plupart rouge, pour justement se recaler sur ce réajustement. Et quelques valeurs pas forcément
extrêmement pertinent ce qui se passe sur Capgemini, d'autant que les entreprises de services numériques ont un peu de mal dernièrement, et la croissance, notamment la visibilité pour 2025, on est à peine à 1%. Donc sur ces valeurs-là, je pense qu'il faudrait encore attendre et pas se précipiter. Ça va revenir, mais ça mettra un peu de temps. Donc la belle hausse qu'on a aujourd'hui ne me semble pas être un signal très favorable pour rentrer au niveau de Thales. Par contre, ça me semble intéressant parce qu'on revient toujours sur ces niveaux-là, hein, juste au-dessus du gap qui n'a pas été comblé, le gap qu'on avait créé au mois de mars 2024. Et on voit pas mal de zones de rachat ici à la rentrée, hein, sur les 140. Là, on était passé juste en dessous et on commence à rebondir. Chose intéressante aussi, hein, la MACD qui s'inverse aujourd'hui avec le premier histo vert. Signe court terme de possiblement un retournement et une entrée intéressante. Alors en rebond technique, parce qu'on sait qu'il y a des possibles corruptions et une enquête sur Thales. Maintenant, le secteur défensif est toujours intéressant, même si on voit que ça peut bouger rapidement, notamment avec ce qui se passe aussi en Ukraine et en Russie. Mais les contrats sont quand même toujours plutôt importants et on bénéficie déjà d'une certaine décote sur Thales, hein. Le plus haut, il est là à 173, et puis le rebond qu'on a eu sur les 163, et on cote finalement qu'à 140. Donc on n'achète pas forcément une valeur extrêmement chère. C'est sur les mêmes niveaux ici qu'avril 2023. Donc, et à court terme, on a plutôt un point d'entrée favorable. Donc là, sur Thales, on serait plutôt intéressé. Pernod Ricard, moyen, parce que droit de douane, hein, sur beaucoup de spiritueux, notamment aux États-Unis. A priori, hein, on verra ce que Trump fera, mais c'est plutôt la politique. Et le redémarrage qui peine à se refaire en Chine. Donc, pour l'instant, intéressant probablement à long terme, hein, Pernod Ricard sur ces niveaux-là, autour de 100-110. Mais le redémarrage va mettre du temps. Donc, si on a un peu de temps, si on n'est pas pressé, il vaut mieux attendre que ça finisse de construire ici et puis partir sur des signaux, hein, de reprise, notamment à l'exportation. Ce sera intéressant, Pernod Ricard, mais ça peut mettre 2, 3, 6 mois avant de repartir. STM, toujours, c'est un des plus faibles, hein. On a des valeurs qui ont mieux fonctionné. On voit Nvidia, ils sont verts. Aujourd'hui, on a des valeurs aussi ASML, alors ASML un peu moins, mais les valeurs de semi-conducteurs aussi qui ont monté ces dernières semaines. ASML, c'est pas le cas. Quand on fait partie comme ça des plus faibles, il faut toujours faire attention, et moi je préfère éviter ces valeurs-là. Et on le voit, hein, gap baissier sur gap baissier, et puis derrière la remontée, elle s'effectue pas, alors que sur d'autres, on est déjà en rebond technique, voire mieux. Donc ST Microélectronique, pour moi, c'est plutôt largement à éviter. Et on attendra éventuellement le rebond des gros. Et une fois que le rebond des gros se sera fait, on pourra peut-être jouer un rattrapage sur STM. Encore une fois, c'est pas une stratégie que je conseille. Je préfère justement acheter les gros et ceux qui fonctionnent bien. Et comme Schneider, par exemple, extrêmement fort, qui est en train de développer son offre, notamment sur les data centers, hein, les centres de données, et l'économie d'énergie, parce que tout ce qui induit l'intelligence artificielle avec la construction de centres de traitement de données pour l'IA, ça consomme énormément d'énergie, ça consomme énormément d'argent. Donc, pour réduire cette consommation d'énergie, on a besoin de clients comme Schneider Electric qui vont gérer cette consommation et la faire baisser, et notamment sur les data centers. Et ils sont en train de devenir, alors pas leader, mais un des acteurs majeurs quand même dans l'économie sur les data centers, en tout cas en Europe, certainement. Donc oui, Schneider Electric, on est toujours plutôt largement favorable, et c'est une belle valeur à acheter. On va regarder aussi les valeurs américaines qui ont énormément bougé, notamment ces 2 derniers jours. Alphabet, avec la grosse baisse, hein, qu'on a connue hier avec moins 3,5%, hein, après l'annonce de la Fed. Et là, aujourd'hui, on prend plus 1,4. Donc on voit que finalement, peut-être le marché était un peu excessif et on n'a pas ce phénomène de vente pendant 2-3 jours avec moins 3, moins 2, moins 3, où là, on sent que le marché capitule. Non, on a eu une petite panique un peu, parce que 3%, c'est toujours pas anodin, mais qui semble quand même largement excessif, parce que finalement, la Fed a fait ce qu'on attendait d'elle et qu'on a vu arriver depuis des mois, parce que les chiffres, ils sont bons aux États-Unis. Et donc, on va pas avoir de baisse des taux agressifs, parce qu'il y a encore de l'inflation.
Et les services, notamment le manufacturier, toujours un peu moins, mais les services et tout ce qui est technologique est toujours plutôt largement favorable. Donc pas de panique, je pense, sur toutes ces valeurs-là. On reste accroché. Et puis, sur le moyen et long terme, c'est toujours largement favorable, hein. Alphabet aussi, avec ses avancées dans le domaine de l'ordinateur quantique, devrait être super intéressant ces prochains mois. Amazon, pareil, la grosse baisse hier qu'on voit ici, boum, on s'est mangé moins 4,6, donc là aussi, plutôt important. Et là, aujourd'hui, on prend 2,3, donc on est déjà en train de revenir un peu à la moyenne sur toutes ces valeurs-là. Alors, peut-être un peu de construction ces prochains jours, mais sur la visibilité qu'on a moyen-long terme sur toutes ces belles valeurs-là, bah, l'annonce de la Fed, en fait, c'est un épiphénomène qu'il ne faut pas trop regarder, je pense, qui ne devrait pas impacter durablement les fondamentaux et les valeurs qui sont bien orienté. Apple, c'est pareil, on n'est pas loin du plus haut historique. On a déjà quasiment tout récupéré ce qu'on avait perdu, hein, par rapport à hier, on le voit. Donc là aussi, on est plutôt favorable. Et on peut regarder une valeur aussi que j'aime bien, c'est Lotus Bakeries, qui revient sur des niveaux qui nous intéressent. C'est-à-dire, on en avait parlé, hein, c'était pendant les JO ici, sur l'explosion. On avait cassé les 10 000 et on est monté jusqu'au 12 500. Alors ça, c'était un scénario, elle a fait l'inverse, mais au final, ça revient un peu au même parce qu'on a eu cette progression. Là, on a cette conso et le premier retour ici sur la moyenne à 200, autour des 10 000, qui est plutôt intéressant aussi, je pense, à acheter si on a la réaction qui se produit. Au niveau de la MACD, on a été monté très haut, on a consolidé, on est revenu en territoire négatif, on est déjà allé sous les 30 niveau RSI. On n'attend plus qu'un signal éventuellement pour rentrer, hein. Donc là aussi, ça peut être une valeur intéressante. Lotus Bakeries, parce qu'on sait qu'ils ont énormément de ventes et ils vendent tout, hein. Ils n'arrivent pas à offrir, à satisfaire toute la demande. C'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Ils sont en train aussi d'ouvrir de nouvelles usines. La visibilité, elle est parfaite. Et a priori, on le voit, hein, ça fait que monter, notamment ici depuis l'après-Covid, avec des pourcentages assez importants. Donc oui, à début d'année 2025 peut-être, hein, même avant, voir ce qui se passe ici. On l'avait noté dans l'ellipse, c'était la zone un peu de réaction d'achat qu'on visait. Et les volumes aussi, on le voit, les volumes dernièrement sont en train d'être achetés sur ces niveaux-là. Donc Lotus, c'est une valeur aussi intéressante, hein. Alors là, je ne sais pas où elle est. Elle est à Bruxelles. Donc intéressant à voir, je pense, pour jouer le moyen terme aussi, parce qu'elle devrait continuer sa marche en avant et aller à nouveau taper ses plus hauts historiques en 2025. Par rapport au cours d'aujourd'hui, ça fait 17%. Microsoft, hein, c'est pareil, comme toutes les techs qui avaient énormément perdu, on voit déjà un début de réaction. On ne va pas continuer sur toutes les valeurs. Et je voulais juste finir avec Tesla. Attention, Tesla a énormément valorisé. On a pris 100%, quasiment, même plus depuis l'élection de Trump. C'est des niveaux de prise de bénéfices importants. Je crois qu'on l'avait dit hier ou avant-hier. Donc, à court terme, probablement, de la vente, de la prise de bénéfices, monter les stops ou sortir, hein. Et moi, je m'y réintéresserai quand on se rapprochera des 313 environ. Sinon, pour moi, ça mérite quand même une baisse parce que il va y avoir beaucoup de prise de bénéfices, hein, sur un titre qui fait x2 forcément assez rapidement. Et on peut finir par une petite valeur. Les valeurs abonnées, elles sont là. Barrick Gold, alors toutes les minières ont un peu du mal, surprenant quand même d'avoir autant de mal avec un prix de l'or qui a fait quasiment que monter. C'est pas la seule, hein, Barrick Gold, il y a Newmont aussi ou d'autres, Harmony un peu moins, mais elles ont subi pas mal de baisses. Techniquement, c'est plutôt mauvais. On attendra les chiffres, hein, de fin d'année pour voir
éventuellement un retour, mais les... beaucoup de minières n'ont pas profité du prix de l'or, et ça me semble là aussi peut-être un peu exagéré. Donc on a finalement un retour ici sur le point zéro, hein, sur le mois de mars 2024, avril, juin, août, où on retrouve un cours finalement sur ces niveaux-là, qui me semble assez peu cher et assez peu valorisé. Faudra être patient, mais la décote me semble quand même assez injuste face à des minières qui ont toujours des résultats plutôt favorables, hein. Ça continue de faire de l'argent sur Barrick Gold, et le prix en hausse devrait améliorer quand même pas mal de marge. Donc un peu surpris quand même de la baisse sur beaucoup de minières. Et ça mérite quand même de rester, je pense, parce que le futur de beaucoup de minières devrait au moins repartir vers le haut, je pense. Même si techniquement, oui, c'est assez faible. Henken, alors Henken, pas de terrible. Sur le graphe, je vois pas trop de signaux intéressants pour rentrer. On a ce gros gap baissier de cet été. Et derrière, catastrophe, hein. On sait quand on repère ici des gaps baissiers comme ça, en plus sur une zone clé, hein, notamment ici toutes les moyennes et la moyenne à 200 en rose, pas terrible. Ça annonce généralement pas grand chose de beau. Et c'est ce qu'on a eu avec le premier rebond technique qui arrive ici, et puis derrière, de plus en plus bas. Donc des signaux positifs. Peut-être, je sais pas, on a le plus bas Covid ici sur les 64, mais pas trop de choses bien sur Henken. Imeris, ouais, c'est pareil. On attend un peu la construction, même si Imeris, elle n'est pas focalisée que sur la construction. Elle a aussi tout ce qui est industrie et santé au niveau de l'extraction de ces matériaux. La Chine qui n'aide pas parce que elle a fait des rebonds en rapport justement avec les annonces de la Chine, mais ça peine à se traduire dans les chiffres et dans les faits. Donc c'est pour ça qu'on est, je pense, en attente. Mais pour moi, 2025 devrait être assez performant. On peut se tromper, c'est pour ça qu'il faut pas investir les yeux fermés et puis rester coûte que coûte. Le marché, pour l'instant, on le voit, est en attente. Et alors, on a comblé le gap ici. Le gap du début d'année, hein. Fin janvier à peu près. Sur les 26,7, hop, il n'existe plus. On l'a comblé aujourd'hui. On l'avait frôlé hier. Donc, ce qu'on peut espérer sur Imeris, c'est tenir ces niveaux-là, finalement, hein, autour des 26, et puis commencer à repartir. Si on casse là et qu'on continue, ce sera un peu inquiétant quand même. Il faudra se poser des questions. Donc, voir ce qui se passe à partir de Noël, on va dire, hein, début de la semaine prochaine, pour voir si on a une réaction sur Imeris. Le gaz naturel qui va toujours tester, hein, sa moyenne à 200, mais qui fait des échecs depuis des années, hein, quasiment, ici, notamment octobre 2022. On n'y arrive pas. Alors oui, on fait des petits rebonds, mais on continue de baisser sur le gaz naturel. Donc pour l'instant, on est toujours baissier sur le gaz. Plutôt à éviter. Il faudra vraiment confirmer bien une bonne semaine au-dessus. Le palladium, je pense que ça va repartir, le palladium, hein, plutôt intéressant à suivre. Alors à court terme, on peut surveiller certains niveaux, éventuellement rentrer sur des tentatives de rebond, mais là aussi la Chine va aider, hein, avec le palladium. Et puis le secteur auto, on a vu un petit rebond, hein, les valeurs du secteur auto chinoise toujours plébiscitées, certaines européennes aussi ont fait des rebonds techniques. Le palladium devrait suivre. Et c'est pour moi un des minerais qui devrait bien performer en 2025, avec aussi le cuivre, hein, si la Chine se réveille. Pierre et Vacances, plutôt intéressant Pierre et Vacances, hein, les chiffres qui ont donné du positif, notamment en résultat net, ce qui n'était pas arrivé depuis des années, hein, la valeur en restructuration et qui a sauvé sa peau, notamment en 2023. Et puis là, dernièrement, le petit gap, et puis le retour ici à la moyenne, l'accumulation au-dessus du gap, ça c'est plutôt très positif. On va pas combler le gap, on est en train d'accumuler ici.
bah, le but, hein, c'est d'aller retrouver les 1,6 et plus, donc positif sur Pierre et Vacances, et on voit aussi pas mal de volume. Il y a des gros volumes, il y a des grosses rentrées. Pour moi, ça devrait partir. Et ça devrait faire aussi une belle année 2025, notamment Pierre et Vacances. Et Total Energy, qui a toujours du mal, c'est hallucinant ce qu'ils font Total. Malgré un cours du Brent qui est toujours plutôt résilient, Total, il continue d'être largement vendu. Et là, on se retrouve quand même sur des niveaux. On est ici. C'était fin d'année 2022. Donc on est revenu 2 ans en arrière sur Total. Sans qu'on ait pour autant de... Alors oui, les marges de raffinage avaient baissé, mais on avait gagné énormément avant. Ça me semble toujours sévère. Maintenant, techniquement, oui, il faut attendre, hein, notamment de revenir sur des 55 ou des 53, qu'on ait un signal assez fort aussi, éventuellement avec des volumes. Mais là, à ce stade, hein, et depuis le 30 octobre, on est toujours baissier sur Total Energy, donc plutôt en mode attente. Et puis on surveillera la moyenne à 20 jours, hein, qui n'a pas été cassée depuis notamment le début octobre, qu'on avait cassé ici avec un premier gap. Et depuis, on est toujours en dessous. Donc c'est les petits pointillés turquoise. Donc il faudra déjà casser ce niveau-là pour se remettre éventuellement en mode rebond sur Total, et il y aura un gros chemin à faire, mais elle a les capacités, hein, de résister. Puis il y a le rendement qui est toujours intéressant avec ses dividendes qui arrivent notamment tous les 3 mois, hein, 4 fois par an sur Total, c'est un peu sa marque de fabrique, d'avoir un dividende relativement élevé et important et fréquent, donc toujours plutôt intéressant, même si là, oui, techniquement, c'est assez moche. Et on surveille aussi cette oblique-là, hein, qui était parallèle aux dernières obliques qu'on a mis ici. Et à chaque fois qu'elle l'a cassé, elle a relancé un peu son cycle. Et on l'a cassé ici en faux départ, notamment au mois d'octobre. Et finalement, elle a continué. Donc c'est aussi cette zone-là, hein, qu'on pourra surveiller. Qui se situe actuellement ici, hein, autour des 56, et qui va continuer de descendre. Donc c'est cette oblique-là qu'il faudra venir casser, qui confirmera certainement la fin de la baisse de Total. Pour l'instant, c'est pas le cas. On a également l'oblique RSI qui pourra nous aider, qui casse généralement un peu avant les prix. Donc là, on est quand même bien comprimé dans le cours, hein. Il n'y a plus grand-chose. Donc il va falloir réagir rapidement. A priori, hein, on devrait quand même arriver à casser sur Total, peut-être début 2025. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les questions si vous en avez, les valeurs qui vous intéressent. On les analysera ici. Allez, bon trade, à plus.